stations vides, vélos cassés, les critiques contre vous n'ont pas manqué ces derniers temps. Pourtant, depuis la reprise de Vélib il y a 4 ans, on sait que vous êtes en train de vous améliorer sans arrêt. Comment ça va en ce moment chez vous, Stéphane Volant ? Écoutez, ça va très très bien. Ah, ça fait du bien d'entendre ça. Ça va très très bien. Et vous entendre fait plaisir parce que aujourd'hui vous parlez de France qui bouge, mais avec Vélib et avec Smovengo, c'est Paris et sa métropole qui bouge et qui respire. Du reste, vous avez oublié de dire que le vélo c'était une façon aussi de bien respirer en ville et pas simplement à la campagne. On viendra après à cela. Non, la boîte va très bien. Vélib va très bien. C'est une entreprise, hein, Smovengo, c'est important de le préciser. Très bien, c'est une entreprise privée, vous avez raison de le dire, qui surfe sur une intuition géniale il y a 5 ans de quelques élus parisiens et métropolitains qui ont dit mais on va faire le pari du vélo. Le pari du vélo, et donc c'était effectivement le vélo en libre service, et puis c'est le vélo électrique en libre service aujourd'hui, partagé en station. Oui, quoi la proportion de Vélib ? C'est 40-60. 40% de vélos électriques, des VAE, vilain mot, et 60% de vélos mécaniques, les vrais vélos classiques. Les VLS, vilain mot aussi. Et c'est un marché en plein essor parce qu'il y a peut-être quelques scrogneux qui nous disent oui, c'est pas terrible, c'est pas machin. Oui, vous êtes sous le feu des critiques. Il y a trop de stations vides, il y en a qui disent mais moi j'habite dans le nord de Paris, c'est simple, j'ai jamais de vélo à disposition, les vélos sont cassés, les roues ne fonctionnent pas. Vous répondez quoi à cela ? Alors on n'est pas du tout dans le déni. D'abord, chez Smovengo, on écoute le client. Le client, c'est lui, il a toujours raison. Et même quand sa perception est fausse, il faut la traiter comme une réalité vraie. Et donc quand il nous dit cassé, c'est pas faux, c'est pas une perception. Ça dépend, il y en a évidemment très très peu. Je vais vous donner, je vais pas asséner des chiffres. On a 20 000 vélos sur le territoire de la métropole et de Paris. Et nous avons 375 000 abonnés. Alors il est clair que si 10%, ne serait-ce que 10% de ces 375 000 abonnés demandent un vélo le matin entre 7h et 9h, évidemment, ils ne l'auront pas. On est saturé exactement comme le RER peut l'être saturé, le TGV à la veille d'un grand week-end est saturé. Alors on est face à un défi gigantesque. Et ce défi, on le partage avec nos clients, qui sont de plus en plus nombreux, et ils ne se trompent pas quand ils font confiance à Vélib. Et en étant chaque année plus nombreux, chaque mois plus nombreux. On a battu encore le record depuis le début de l'année, plus 27% de fréquentation de Vélib sur la métropole et sur Paris. Mais on partage aussi ce défi avec les élus. Les élus métropolitains, les élus parisiens sont devant un défi extraordinaire. Ils ont réussi leur premier pari, c'est de faire de Vélib le premier, et de Smovengo, le premier opérateur et le premier vélo du monde en matière de vélo partagé en station. Après Paris, c'est Barcelone, en termes de... Alors après Paris, c'est Barcelone, mais alors on est très très loin chez Barcelone, parce que Barcelone... Là, à Paris, on en a 20 000, Barcelone, on a combien ? Nous, on est à 40 millions de courses par an, Barcelone est à 15 millions, et le premier, mais très très loin derrière en France, c'est Lyon, avec un peu plus de 9 millions. Donc vous voyez qu'on bat tous les records. Mais le défi qui est devant nous, c'est de multiplier le nombre de vélos par 2, par 3, par 4, et les stations aussi, pour avoir effectivement un système qui réponde à la demande. À la demande, et notamment pendant les heures de pointe. Nathalie Carré. Oui, alors en fait, vous parlez de vos défis, mais en fait, tous les acteurs de la mobilité douce, que ce soit les trottinettes notamment, ont le même souci en fait. Est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce de consortium de la logistique à organiser, plutôt que chacun mette du personnel ou des indépendants pour ranger, déplacer, compenser les vélos qui ne sont pas là, qui devraient être là ? Parce que, vous voyez, vous êtes plusieurs à avoir le même problème. Ouais, je suis pas sûr qu'on ait envie du mot de consortium. J'ai plutôt envie de lieux, de vous rassembler tout simplement. Oui, de vous rassembler, c'est ça. Ouais, alors il y a des endroits qui sont idéaux pour ça. Il y a les stations Vélib parce qu'il y a de l'électricité. Il y a les stations de bus parce qu'il y a de l'électricité. Il y a les abords des gares parce qu'il y a beaucoup de clients. Il y a les parkings où on peut faire de la réparation. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse également avec les élus, parce que le modèle économique d'une entreprise comme la nôtre, exactement comme tout le modèle économique des entreprises qui font de la mobilité douce et de la mobilité partagée, c'est évidemment, il repose sur un partage entre capitaux privés. Chez nous, c'est le cas, 40% probablement d'investissement privé et au moins 60% de subventions publiques. Et donc, il faut qu'on réfléchisse entre nos clients, les opérateurs et les élus à des lieux où, effectivement, on puisse, comme vous le dites, un peu ranger sa ville pour éviter d'avoir des trottinettes partout, des vélos dans tous les coins. Et pour ça, il faut qu'on s'appuie sur des infrastructures existantes. Nous en avons, c'est les stations Vélib opérées par Smovengo. Et c'est là où il y a de l'électricité, par exemple. Donc, on pourrait recharger sa trottinette. On pourrait même recharger les vélos des concurrents. Moi, j'ai pas de concurrents, ou en tout cas, je les trouve pas agressifs. Ils sont complémentaires à mon offre. J'aimerais bien aussi qu'on puisse y brancher des voitures électriques, parce que les clients de Vélib, ils sont aussi propriétaires de voitures, ils prennent le train, ils prennent l'avion, et donc faut arrêter d'opposer les modes de transport entre eux. Donc vous voulez tout rassembler, vous ? On veut essayer de tout rassembler, et puis ne pas penser qu'au cœur de ville, mais aussi penser à des territoires qui sont très très loin
de ces mobilités douces et partagées. Aujourd'hui, il y a un tiers du territoire français qui est loin des gares. Il faut aussi qu'on rapproche les mobilités des gens où les gens habitent. Évidemment. Notre témoin du jour, il est exigeant, il est attentif. C'est un expert aussi. Aujourd'hui, c'est Stéphane Voland. Vous êtes le président de Smovingo. Smovingo, c'est l'opérateur de Vélib à Paris et sa région dans plus de 60 villes. Vous êtes là parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du vélo. Nous sommes aussi avec Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat, la Chambre de commerce et d'industrie. Et pour cette trophée, un projet qui a été lancé il y a 4 mois à peine. Bonjour Quentin Lopez. Bonjour. Vous avez 28 ans, vous êtes lyonnais et vous êtes le cofondateur de Habelo, H-A-B-E-L-O. C'est une start-up qui propose d'électrifier des vélos classiques en vélo électrique. C'est un kit qui s'adapte quasiment à tous les vélos. Vous allez nous raconter votre histoire. C'est parti, vous avez 1 minute pour le pitch. Habelo, c'est une entreprise du coup confondée par 2 amis d'enfance, donc Quentin et Quentin, plus simple à retenir. Et avec l'idée justement de modifier notre façon de se déplacer dans les villes. Donc l'ambition d'Habelo est de devenir un acteur international de la mobilité durable en offrant des solutions adaptées à nos villes et surtout avec comme fil rouge le plaisir, la sécurité et bien entendu le respect à l'environnement. Grâce à une première levée de fonds effectuée auprès d'un investisseur privé, nous avons pu lancer du coup le projet, comme vous l'avez dit, il y a 4 mois, en janvier 2022. Et aujourd'hui, nous proposons une solution de transformation de vélo mécanique en vélo électrique. Donc c'est une forme d'upcycling, parce qu'on vient mettre une plus-value sur ce vélo. Et donc on propose un kit de motorisation que l'on monte sur un vélo classique. Et le but, c'est de recréer ce lien avec justement cette pratique et remettre en selle justement les pratiquants de vélo. C'est un produit qu'on voulait universel, simple à monter et élégant. C'est fini, il y a eu le gong a retenti. Merci à vous. Ça veut dire quoi, Habelo ? Habelo, il n'y a pas forcément de signification précise. Le but, c'est vraiment de créer une marque autour du vélo. Donc, qui peut être dans toutes les langues. Exactement. Le but, c'était pas forcément de se lancer sur un nom qui s'associe forcément au vélo. Quentin. Oui, par exemple, exactement. Le but, c'est vraiment de faire de la mobilité et pas forcément se cantonner qu'au vélo. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de créer une marque et non pas juste Vous avez donné les prix ? 599 €, c'est le prix sur notre site internet. Le prix sur le site internet. Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat de la Chambre de commerce et d'industrie. Vous avez étudié le projet Habelo. Quelles sont les forces et les faiblesses selon vous, Nathalie ? Et ben voilà une solution simple mais tellement pratique. On a tous un vélo. Pour les plus urbains d'entre nous, qui restent rangés le plus souvent dans la cave. Dans la cave, oui, voilà, c'est ça. En même temps, on n'a pas forcément envie d'arriver au travail transpirant. Donc avec vous, hop, on ajoute votre solution et on part travailler en vélo sans effort. Et puis évidemment, comparé au prix des vélos électriques, c'est vraiment accessible. En plus, j'ai vu la vidéo, c'est assez simple à installer. Et votre solution respecte la législation puisqu'un vélo électrique ne peut pas rouler à plus de 20 km/h. Sinon, ça devient un vélo moteur. Alors, pas de point amélioré, mais en découvrant votre projet, je me suis dit, c'est génial, j'achète, je mets ça sur mon vélo et c'est la fin d'un transport en commun. Mais voilà, des kits pour électrifier un vélo, il y en a des dizaines. Et donc, pour quiconque s'intéresse au sujet, c'est parti pour des heures de surf sur le web, de visite en magasin, de lecture d'articles, de fichiers Excel pour comparer les différents kits. Tout ça pour ne pas savoir répondre à la plupart des questions qu'on peut se poser. Alors, votre kit, il fait 6,8 kg. C'est lourd ou pas? Est-ce qu'il est préférable d'avoir sa batterie au niveau de la fourche ou au pédalier? Je ne sais pas. Puis très vite, on découvre les autres sujets. Si je transforme mon vélo moi-même, en fait, il n'est plus homologué. Alors, s'il m'arrive un truc, est-ce que mon assurance va fonctionner ou pas? Et mon vieux vélo, là, acheté 50 € sur le Bon Coin il y a 10 ans, c'est vrai, hein, j'étais motivée il y a 10 ans. Est-ce qu'il a des freins assez puissants pour que je puisse m'arrêter à 25 km/h? Est-ce qu'il ne va pas se casser? Est-ce qu'il n'y aura pas une usure prématurée des freins de la transmission des pneus? Puis les aides, ça fonctionne pas puisque je n'achète pas un vélo électrique en fait. Bref, au secours. Donc, je le dis souvent, mais quand l'offre est pléthorique et où chacun a à peu près les mêmes arguments que l'autre, il faut qu'un des acteurs décrypte, compare, explique, devienne une référence. Et oui, c'est sur vous que ça tombe. Hein. Donc, décryptage des poids, des emplacements, de la sécurité, surtout de la sécurité, des autres modèles. Et pour être neutre, ne rédigez pas ces contenus seuls. Alors, vous avez un blog qui apporte certains de ces sujets, mais il faut le rendre plus visible et le compléter. Ça sera utile pour l'internaute et pour vous, puisque ça aide au référencement naturel en ligne.
Ensuite, vous proposez vos produits en boutique, mais aussi en ligne. Pour la boutique en ligne, là aussi, il va falloir nous aider un petit peu. Si on va directement sur la boutique, vous commencez par nous demander de choisir notre taille de roue de vélo. Eh ben moi, j'en sais rien. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Ensuite, vous nous proposez des accessoires. C'est super, mais c'est quoi une gâchette d'accélération? Et les rétroviseurs, comment je suis sûre que je vais pouvoir l'installer à mon vélo? Bref, voilà, expliquer encore un peu. Être très pédago. Très pédago. Et puis enfin, même si vous créez du contenu pour être considéré comme l'expert du rétrofit de vélo, il faut quand même avoir une proposition de valeur, un avantage différent des autres. Alors une idée dont vous ferez bien ce que vous voudrez. Beaucoup de Français ont un VTC, notamment à la campagne. Alors peut-être que vous pourriez vous spécialiser sur les vélos VTC qui sont plus robustes. Vous savez, les vélos tout-terrain. Ah oui, VTT. Truc avec des roues un peu plus... D'accord. Bah non, il y a VTC, VTT. D'accord. Ouais, voilà. Mais ils sont plus robustes et c'est plus sécurisant si on freine à 25 km/h quand même. Et puis du coup, on pourrait, plutôt que les laisser dans la cave, les prendre pour aller travailler. Un partenariat avec une marque de vêtements un peu chic, spécifique pour les vélos. Et hop, les salariés de nos belles villes et de nos villages pourraient utiliser leur VTC un peu plus souvent qu'une fois par mois. Ça ferait des économies de carburant, ça ferait du sport et on n'arriverait plus transpirant à son travail. Donc voilà, donc ça serait le kit d'électrification des VTC qui promet d'être chic, qui fait attention à notre sécurité pour des déplacements doux et sereins au quotidien. Merci Nathalie Carré. Votre réaction, Quentin? Non, c'est vrai, c'est des points qui ont été soulevés, dont on se pose tous les jours, nous. Toujours expliquer pourquoi vous et pas un autre finalement. Exactement. Donc nous, on essaye d'orienter ça vers le côté simplicité. Si on veut parler vraiment de kit électrique, où notre solution a une valeur ajoutée, c'est la simplicité de montage à laquelle on fait part. Donc pour améliorer cette simplicité, on crée du contenu sur les réseaux, donc sur YouTube, comme ça peut être émis. Mais voilà, on est vraiment dans cet accompagnement. Donc aujourd'hui, on est à la recherche de partenaires, justement, d'ateliers qui nous permettraient justement d'aider nos clients à monter ce vélo et puis à le rendre... Bon, vous n'avez que 4 mois, 5 mois, donc franchement, bravo pour tout ce que vous avez mis en place, Quentin. Qu'en pensez-vous? Quel regard portez-vous sur Abello, Stéphane Volant, président de Smovingo? Alors d'abord, j'atteste que Quentin est vachement sympa. Il était tout à l'heure dans la salle d'attente et il croit en son produit, on a beaucoup parlé. Et c'est vrai qu'il surfe sur une vague qui est formidable, qui est celle de l'envie de vélo électrique, là où on n'imaginait pas que ça puisse exister un jour, il y a encore une dizaine d'années. Vous êtes à 60-40, quand est-ce que vous allez être au tout électrique de vélo électrique? Non, il y a des gens qui adorent qui préfèrent. Oui, qui aiment bien donc pédaler, vous allez rester sur ça. qui n'arrivent pas forcément à se faire au bureau, ou qui s'en foutent, qui prennent une douche avant de se retrouver derrière le clavier. Et donc, il y a encore des aficionados du vélo mécanique. Donc ça, c'est pas plutôt plus de vélos électriques pour Vélib? Peut-être qu'un jour, nous aurons plus de vélos électriques. C'est à la ville de Paris, à la métropole d'en décider. Mais pour le moment, le 40-60 correspond bien aux envies de nos clients. Moi, ce que je trouve intéressant dans la proposition de Quentin, c'est qu'elle pourrait utilement compléter en matière d'infrastructure. On en parle beaucoup. Il faut des infrastructures pour accompagner le développement et la révolution du vélo. Il faut des pistes, mais il faut aussi des garages, il faut des parkings et des lieux de réparation. Et faire un deal avec nous, par exemple, nous avons comme actionnaire Indigo, les parkings, qui se tournent évidemment vers la motorisation électrique. Faire un deal avec une grosse marque de parking ou avec des lieux qui puissent justement vous accueillir pour dire à vos clients, j'espère qu'ils seront très nombreux, écoutez, vous payez 500 et quelques, mais en plus, vous ne faites rien. Vous le donnez au monsieur le matin et le soir, votre vélo est électrifié grâce à nous. Ça, je pense que ce serait pas mal. Et faites toc-toc chez Indigo et peut-être que ça peut les intéresser. De la part de Stéphane Volant. On ira merci Quentin Lopez, cofondateur de Abello. Merci d'être venu aujourd'hui dans La France Bouge, cette start-up qui propose des kits pour transformer son vélo classique en vélo électrique. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale du vélo et nous sommes ravis d'être avec vous, Stéphane Volant. Vous êtes le président de Smovingo. Smovingo, c'est l'opérateur de Vélib. Vous êtes présent à Paris, mais aussi dans 60 métropoles autour de 60 villes, autour de Paris. Vous êtes très humble depuis le début de l'émission, vous dites oui, il y a des progrès à faire, on a été sous le feu des critiques, mais nous on essaye de s'améliorer chaque jour. Et justement, on a la question d'un auditeur d'Olivier qui vous demande pourquoi est-ce que vous avez votre propre appli de réservation de vélo alors que vos concurrents ont la même appli pour plein de villes en Europe. Par exemple, il pense à Nextbike. Alors, Olivier a raison, sauf que nous ne sommes présents, vous l'avez rappelé Elisabeth, qu'à Paris et dans sa métropole. Donc, nous connecter à l'appli d'Amsterdam n'aurait aucun intérêt
pour nos clients Pour et donc l'instant. pour Smovengo et Vélib pour le moment, puisque vous nous avez souhaité d'être présents dans 60 métropoles, mais ce sera pour plus tard. Mais pour le moment, on est déjà connecté via le Pass Navigo avec la RATP, avec la SNCF. On partage toutes Vous sortes êtes quand même d'ambitions. présent sur pas mal d'applis. Oui, on est quand même présent autour de sur la pas mal mobilité. d'applis et donc ceux qui veulent s'abonner à Vélib ou se connecter à Vélib savent très bien nous trouver. On n'a pas le Vélib honteux ou clandestin, on a au contraire le Vélib flamboyant et c'est ce que nous disent nos clients parce qu'encore une fois, ils sont de plus en plus nombreux et plus peut-être de moins en moins nombreux à depuis le donner de la début de voix, c'est-à-dire que ceux qui sont nos détracteurs et qui du reste sont rarement abonnés à Vélib donnent beaucoup plus de voix que ceux qui nous utilisent et nous disent tout le bien qu'ils pensent de nous. On a une notation par exemple, je ne sais pas si vous l'avez vu, on peut noter le Vélib en fonction de sa qualité à la fin de la course, 1, 2, 3 étoiles, exactement comme Et là, vous d'autres êtes en services. moyenne à combien ? Et notre moyenne est à 2,7. J'ai quasiment la mention très bien. Alors, peut mieux faire je quand même. peux encore mieux faire. oui, Je pourrais 2,7. avoir 3 sur 3. Et c'est ce qu'on va faire. Pourquoi pas avec une nouvelle selle, même si on nous dit que la nôtre est vachement bien. Ouais, on va en parler. Mais j'entends qu'il y en a d'autres aussi bien aussi. Mais oui, et ben voilà. justement, chaque jour dans la France Bouge, on aime revenir sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise, d'une association ou d'un produit. Là, aujourd'hui, on va parler des selles de vélo, parce que c'est la journée mondiale du vélo, et donc pas de vélo sans selle. Là, ce sont des selles en cuir. Elles sont fabriquées depuis 1890. Ça a démarré à Pont-Saint-Pierre en Normandie, et ça s'appelle la selle idéale. C'est la saga du jour. Europe 1. La France bouge, la saga. Bonjour Charlotte Barrican. Bonjour Elisabeth. Des selles en cuir, l'entreprise existe depuis le 19e siècle. Elle a failli mettre la clé sous la porte dans les années 80, mais un couple est parti à la recherche d'anciens salariés de cette manufacture pour relancer l'entreprise. Et donc, ça, c'est la selle idéale, Charlotte. Oui Elisabeth, et avant ce rebondissement, l'histoire de cette entreprise commence avec Jean-François Tron. Il aime travailler le métal et un jour il est sollicité pour fabriquer des châssis de vélo. Puis du châssis, il se lance le défi de passer à la fabrication de selles en cuir. Le succès de la selle idéale est immédiat. Il vend aux particuliers, les cyclistes de tous les jours, les amateurs, pas les sportifs, mais dans les années 30, l'entreprise change de cap, comme nous le raconte Katia Daïdé, co-dirigeante de la selle idéale. Sa fille, en fait, se marie avec le coureur cycliste Marcel Berthet. Donc Marcel Berthet, très connu, un pistard, quelqu'un qui fait de la piste, qui a fait des recordman de l'heure, et lui propulse la marque dans vraiment du haut de gamme et sort des modèles techniques en fait, et la propulse plus vers le côté sportif en fait, le vélo sportif. Alors la selle idéale intègre même le Tour de France et l'entreprise a un rythme de production de croisière, 500 000 selles par an, mais malgré tout, avec l'arrivée du plastique sur le marché, l'entreprise coule petit à petit et baisse le rideau dans les années 80. Mais l'histoire, et c'est ça qui est intéressant, Charlotte, c'est qu'elle ne s'arrête pas là, elle redémarre 30 ans plus tard grâce à un couple. Et oui, Elisabeth, c'est assez dingue. C'est en 2010, en fait, un couple de cyclistes achète une selle idéale de seconde main. Ils n'imaginent pas qu'une telle entreprise ait pu fermer, alors ils ont une idée. Il envoie en fait un avis de recherche dans la mairie de Pont-Saint-Pierre en disant je recherche tous les anciennes personnes ayant travaillé pour les rencontrer, éventuellement relancer quelque chose avec une ou deux personnes répondent, et puis ces personnes-là, donc c'est un petit village, contacte d'autres personnes en disant ils voudraient vous rencontrer. Au fur et à mesure, il rencontre plusieurs personnes en fait qui étaient à la retraite, mais qui lui montrent chacun un petit bout de ce qu'ils savaient faire, et surtout une personne très importante pour le projet qui était Monsieur Daniel Jus, qui était le contremaître de l'usine, donc lui qui avait vraiment travaillé sur l'outillage et géré le travail, donc il savait énormément de choses. Alors grâce à Daniel, l'entreprise renaît de ses cendres petit à petit. Ensemble, ils relancent le modèle mythique de l'idéal, le 90. C'est cette selle qui a équipé les coureurs du Tour de France. C'est quand même très audacieux de reprendre une entreprise qui n'existait plus depuis 30 ans. Mais ça s'est passé comment au début ? Eh bien, effectivement, Elisabeth, c'est loin d'être simple, mais eux n'ont rien lâché. Quand on a commencé, en fait, naïvement, on s'est dit, en 6 mois, 1 an, on sait faire et on y va. Et en fait, non, finalement, ça a mis bien 5 ans, en fait, pour pouvoir recréer tout. Alors, c'était pas à plein temps, mais pouvoir recréer tout l'outillage, oui. Il y a au moins 17 passes, ne serait-ce que sur le cuir, et ensuite, il y a toute la partie métallique. Donc oui, c'est compliqué à faire, tel que c'était fait à l'époque, si vous voulez, où vraiment, en fait, toute l'attention était faite tout était fait dans les détails en fait. Alors la selle idéale retrouve ses heures de gloire. La selle en cuir a des avantages que l'on avait oubliés. C'est un peu comme de la mémoire de forme. Idéal donc comme son nom pour les courts comme les longs trajets sans avoir mal aux fesses. Et tout est français, même le cuir qui est sourcé près de Limoges.
C'est la seule tannerie qui sait encore faire du cuir végétal tanné 12 mois. C'est-à-dire qu'en fait, il faut 1 an pour fabriquer ce cuir-là. Et c'est tanné, en fait, dans les écorces de chêne. Donc, en fait, le cuir a cette couleur et cette bonne odeur, en fait, de bois, qui lui donne aussi des qualités, en fait, de résistance vraiment importante. Alors pour une selle idéale, il faut compter environ 276 €. Et avec ce renouveau du vélo artisanal, les ventes explosent, surtout à l'étranger. Les selles françaises ont du succès. Presque 60% de leur chiffre d'affaires est réalisé à l'export. Merci Charlotte Barrican pour cette belle histoire des selles idéales. Donc entreprise qui existe depuis le 19e siècle. Stéphane Voland, président Smove & Go, je vous voyais écouter attentivement la saga de Charlotte. C'est quand même formidable. Vous avez vu tout ce qu'on a en France quand même. Ce sont des bijoux français, ça. C'est absolument fascinant et je me disais en écoutant Charlotte que comme beaucoup d'abonnés de Vélib, moi j'ai aussi mon vélo perso. Je me disais que sur mon vélo perso, alors sur Vélib on a des super selles. Il paraît que nos clients nous disent qu'ils n'ont pas mal aux fesses. Vous confirmez Charlotte, vous prenez vous? Je confirme, je suis abonnée Vélib et je confirme, elles sont confortables. Merci, on ne se connaissait pas avant tout à l'heure. Non, c'est la première fois qu'il se voit. Et je me disais cependant que sur mon vélo perso, j'avais probablement les moyens de mettre un peu de sur-mesure, ce qui n'est pas le cas pour Vélib. Vélib est un modèle populaire. Et quand on est populaire, il faut le prouver. Nos abonnements, c'est entre 3,10 et 8,30 par mois. On a même un abonnement social à 1,55. Et donc, quand on est populaire, on n'a pas les moyens de s'offrir le sur-mesure de ces selles-là. Mais et donc, mais quel bonheur d'avoir ce genre de sur-mesure-là, de savoir-faire et de les pérenniser dans la durée. C'est vraiment chouette. Mais c'est plutôt pour le vélo perso et pas pour le vélo partagé. Nathalie Carré? Pardon, j'étais partie. Est-ce que dans vos projets de développement, vous allez développer une gamme pour les professionnels, des sortes de vélo cargo pour mettre, je sais pas, une valise de soins pour une infirmière, une valise de coiffure, enfin, pour désengorger aussi un peu notre belle capitale? Nathalie, quelle bonne question. Parmi la révolution des vélos, pardon? Allez-y. Oui, parmi la révolution des vélos, il y a le vélo cargo. Et effectivement, pour le moment, on ne nous demande pas de vélo cargo partagé. Et en plus, comme vous le savez, nos stations sont faites pour accueillir un vélo individuel. Mais ça fait partie des développements, évidemment, auxquels il va falloir réfléchir avec nos élus et nos clients pour regarder si effectivement il n'y a pas la place pour Smove & Go pour un nouveau produit offert dans le cadre de la gamme Vélib. Mais pour le moment, on se concentre sur les vélos. Il faut se concentrer sur les vélos. D'ailleurs, dans votre plan d'action 2022, Stéphane Voland, vous avez prévu notamment le remplacement progressif des pneus de toutes les flottes, tous les vélos de la flotte pour des modèles les plus robustes du marché. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que le pari Oui, c'est les pneus intergalactiques. Ils sont prévus pour effectivement résister, y compris aux pavés qui, comme sur la place de la Concorde, ont probablement connu Louis XVI se faire guillotiner. Donc, effectivement, on est en train de réfléchir à avoir les meilleurs pneus, avoir les meilleurs freins, avoir les meilleurs garde-boue, avoir les meilleures selles, même s'ils ne sont pas les selles idéales. Mais franchement, on investit beaucoup dans la qualité du vélo. C'est ce que nous demandent nos clients. Et c'est probablement ce qui fait, avec la disponibilité du vélo, le succès de Vélib, c'est qu'on sait qu'on a un vélo robuste. Que vous investissez beaucoup, ça veut dire que vous allez voir quel fournisseur, vous allez où? Alors, malheureusement, on ne va pas beaucoup en France. On va énormément en Asie. Nous sommes encore très tributaires du marché asiatique et de fournisseurs asiatiques, ce qui nous met en danger parfois parce qu'on commande le vélo, on l'a 8 mois plus tard. C'est un scandale. On l'a en plein hiver et donc on a laissé passer la saison d'été où on nous réclame beaucoup de vélos. Mais il faut que ça change et c'est là où des émissions comme les vôtres, les discussions qu'on peut avoir avec les fournisseurs, on a connu Peugeot, on en a connu plein d'autres. Il faut qu'ils nous aident à redévelopper une filière vélo et une filière française de recyclage. Stéphane Voland, un autre enjeu majeur arrive ici en France et notamment en région parisienne, ce seront donc les JO, les Jeux Olympiques. Comment vous, du côté de Smove & Go, vous êtes en train de vous y préparer? Parce que on a besoin de montrer que oui, on peut être aussi un exemple en matière de mobilité douce. On ne peut pas se louper au moment des JO. C'est très clair. Loupé la semaine dernière déjà. Parmi les critères du succès, il y aura le déplacement non pas des athlètes, mais des spectateurs. Oui, des spectateurs. Et ces spectateurs-là, ils nous demandent de la mobilité douce parce qu'ils ont l'habitude dans leur pays d'en avoir, ou alors ils rêvent de pouvoir utiliser Vélib parce qu'on brandit Vélib à l'étranger comme étant le champion du monde. Et donc il faut qu'on reste le champion du monde. Pour ça, la ville de Paris et la métropole investissent beaucoup dans des pistes cyclables.
Et c'est très important. Et la piste cyclable, c'est pas simplement le petit muret qui nous protège du bus, mais c'est aussi un revêtement. On fait beaucoup de pédagogie également pour que chacun respecte le code du cycliste pour éviter que effectivement on grille les feux rouges. Il y en a un dans chaque Vélib ? Non, il y a malheureusement pas de code du cycliste et ce serait dans la tête de tous les vélibeurs qu'il faudrait qu'il y ait ça. Mais dans la tête, c'est compliqué. Il faut peut-être signer une charte avant de s'abonner. Peut-être, on pourrait voir ça, mais c'est de la discipline et on va y arriver. On va y arriver. En tout cas, on investit cette année plus de 10 millions dans les nouveaux vélos, dans les nouvelles stations. Il y a de nouvelles villes qui nous commandent de nouvelles stations. Quelle ville ? La prochaine, je ne veux pas vous dire de bêtises, je crois que c'est Bobigny. Bobigny. Donc toujours autour de Paris. Toujours autour de Paris. Il faut, parce qu'il y a deux choses. Il faut à la fois qu'on concentre plus de vélos, plus de stations au cœur de Paris, là où il y a beaucoup de demandes et où, comme le disent nos abonnés, parfois les stations débordent ou parfois les stations sont vides. Donc il faut qu'on fasse gaffe à ça. Et puis il faut aussi qu'on aille conquérir de nouveaux territoires. Et c'est pas parce qu'on n'habite pas le centre de Paris qu'il faut pas qu'on ait le service Vélib. Et donc moi, accueillir les habitants de Bobigny, ça me fait chaud au cœur. Ça vous fait chaud au cœur. Et qu'il y ait plus de clients et plus de villes montre bien le succès de Vélib et devrait faire taire les scrogneux qui disent que ça marche pas et qu'on en a plus besoin. Par exemple, à Bordeaux, c'est Keolis. Est-ce que vous pouvez viser un marché comme celui de Bordeaux ? Keolis est une filiale de la SNCF. Voilà un champion des mobilités douces. Pourquoi pas viser un marché comme Bordeaux, à terme ? Pourquoi pas ? Il y a d'autres marchés aujourd'hui en France, d'autres villes qui renouvellent leur contrat. J'ai compris que Marseille avait renouvelé le sien il n'y a pas si longtemps. Donc vous êtes... Alors on ne l'est pas pour le moment sous la marque Vélib, mais nos actionnaires peuvent y être. Nous avons de grands constructeurs de vélos, de grands opérateurs de transport public, espagnols ou français, qui ont envie de concourir. Je sais qu'ils viennent de gagner Marseille. Je crois qu'ils sont en piste pour Toulouse. Ils ont visiblement perdu Bordeaux. Tant mieux à eux. De toute façon, que le meilleur gagne. L'important, c'est qu'il y ait des vélos. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du vélo. Alors, on a décidé d'en parler avec vous. Stéphane Voland, vous êtes le président de Smovingo. Smovingo, ce sont les Vélib. C'est présent à Paris et dans sa région, c'est ça ? 60 villes de la métropole. Oui, 60 villes. Vous nous l'avez dit, une hausse de 27% de fréquentation des Vélib depuis le début de l'année. Donc, ça prouve bien que le vélo est rentré dans nos moyens de déplacement. Ce sont les mobilités douces. Et la question de la sécurité devient de plus en plus centrale quand on se déplace à deux roues, que l'on soit à vélo ou en trottinette. Comment être vu par les automobilistes ? Comment faire attention aux piétons, mais aussi aux voitures ? Eh bien, nous, on a trouvé une start-up qui répond à tout ça. Bonjour Romain Flelou. Bonjour Elisabeth. Vous êtes le PDG de Cosmo Connected. Ce sont des produits connectés pour assurer la sécurité et la visibilité des cyclistes. Votre start-up existe depuis 7 ans. Alors c'est quoi ? Vous proposez quoi comme objet pour améliorer notre sécurité quand nous sommes à vélo ? Alors en fait, on va vous proposer des solutions de sécurité connectée, principalement dans un premier temps des feux connectés qu'on va mettre soit sous sa selle de vélo, soit sur un sac à dos ou directement sur votre casque. Et la particularité en fait de ces feux, dits intelligents, c'est en fait ils vont donner des informations lorsque vous êtes en train de rouler. On a un accéléromètre à l'intérieur et en fait dès que vous allez ralentir ou freiner, le feu va s'allumer et fonctionner comme un feu de freinage. Donc ça c'est intéressant parce que ça permet d'indiquer aux personnes qui sont derrière que vous êtes en train de freiner sans que pour autant qu'on soit connecté ou relié au véhicule, au vélo, électrique ou mécanique. Mais surtout, nous, l'objectif chez Cosmo, c'est de vous permettre de rester concentré sur la route et de garder un petit peu les mains sur le guidon. En fait, c'est d'avoir les mains libres pour pouvoir diriger son vélo. Par exemple, vous utilisez les feux arrière de voiture ? En fait, on a développé un système où on a rajouté des clignotants. Donc, on est connecté en fait avec une petite télécommande qu'on va apposer sur son guidon. Et l'idée, c'est de pouvoir dire, j'indique que je vais tourner à gauche ou à droite avec une petite flèche à chaque fois sur la télécommande. Et comme ça, vous gardez les mains sur le guidon, que vous soyez à vélo, bien sûr, ou même à trottinette. C'est quand même très dangereux de lever le bras et tout simplement vous déstabiliser. Donc nous, l'idée, c'était de permettre aux cyclistes de rester concentrés sur la route, les mains sur le guidon et d'indiquer ce qu'on est en train de faire. Et donc ça permet par exemple avec votre accéléromètre d'indiquer aux automobilistes que nous sommes en train de freiner. En gros, je donne de l'information à ceux qui sont autour de moi. C'est ça, donc un petit peu comme un feu comme on l'avait dit, un feu de voiture. On va essayer de prendre la meilleure technologie en fait qu'on a trouvée dans l'automobile et essayer de le mettre à disposition des cyclistes et des agitateurs de micro-mobilité.
Donc on a commencé donc avec ce feu intelligent qu'on peut mettre donc à l'arrière de, je vous ai dit, soit sur un sac à dos, soit sous la selle ou directement aujourd'hui dans un casque. Et donc ça c'est pour la visibilité. Et malheureusement, vous parlez de sécurité aussi. Il y a de plus en plus de cyclistes sur les routes, mais malheureusement, il y a aussi un certain nombre d'accidents. Et nous, l'objectif chez Cosmo, c'est d'optimiser la visibilité, essayer d'éviter d'avoir d'accidents. Mais malheureusement, si vous en avez un, dès que vous êtes en mouvement, on a un détecteur de chute qui est en mesure de pouvoir prévenir des proches ou des secours en donnant la position GPS de l'accidenté. Nathalie Carré. Oui, vous êtes en campagne de financement participatif pour le lancement d'un casque qui intègre des clignotants, enfin un casque un peu innovant. Alors c'est intéressant parce que vous financez tout comme ça par la foule ou vous avez des investisseurs? Parce que ça m'a l'air assez technologique comme ce que vous développez, non? Oui, en fait, on a mis quelques années de recherche et développement, un certain nombre de brevets qu'on a déposés, oui, mais voilà, l'idée c'était aussi aujourd'hui de sensibiliser un petit peu les acteurs, les utilisateurs, les prochains clients. Donc on est sur une campagne sur Ulule, pardon. Ulule. Et l'idée, voilà, c'est la possibilité de présenter notre nouveau casque connecté, le Fusion, sur lequel on travaille depuis plus d'1 an et demi, qui a une super belle visière, qui a un super beau look. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque en tout cas, ce qu'on a essayé de proposer sur ce projet, c'est à la fois de présenter la technologie, d'être plus en sécurité, mais aussi d'avoir un beau look avec son vélo, parce qu'aujourd'hui, les vélos, aujourd'hui, c'est un investissement. Et même d'ailleurs, les Vélib sont très très beaux, donc on peut utiliser ce casque aussi lorsqu'on va utiliser son Vélib. Donc oui, c'est aussi un moyen de solliciter nos utilisateurs. Et aujourd'hui, on est très content parce qu'on a plus de 250% de performance sur notre campagne Ulule et je vous invite à aller voir. Allez, à abonder. On trouve vos produits chez Decathlon et puis un peu partout, chez Fnac Darty, chez Boulanger, un peu partout. Ouais, ce qui a été important pour nous, c'était surtout de bien travailler sur ce nouveau produit. C'est vrai qu'en fait, un feu, quand on le voit, on comprend tout de suite son intérêt dès qu'il s'allume, qu'il soit rouge ou les flèches de clignotant avec la couleur jaune. Ce qui était important pour nous, c'est de s'assurer, comme on est vraiment dans le but de pouvoir optimiser la sécurité et potentiellement de détecter des accidents. On avait besoin de travailler avec les meilleurs partenaires et aujourd'hui, qu'ils soient en interne, de savoir-faire chez Cosmo, de toute la team que je salue d'une trentaine de personnes, nous a permis de travailler avec les meilleures enseignes, effectivement, soit dans les réseaux sport, donc comme vous l'avez dit, Decathlon, GoSport, Intersport, mais aussi sur la partie électronique, Fnac, Boulanger et Darty, qui sont, vous savez, les plus gros vendeurs de vélos, ou en tous les cas de trottinettes électriques. Qu'en pense Stéphane Volant, c'est le président de Smovengo, l'opérateur de Vélib? Moi, je veux en dire du bien d'abord parce que Romain Afflelou a dit du bien de Vélib en disant qu'ils étaient chouettes. Et c'est vrai qu'ils ont un joli look. Quand il a dit Vélib, vous aviez l'air hyper surpris qu'on vous dise un truc gentil sur vous. Mais oui, parce que Vélib, c'est toujours la même chose. Quand on parle de Vélib, on commence par en dire du mal. Mais c'est de l'amour vache. Et l'amour vache, c'est d'abord de l'amour. Donc je prends ça pour une marque d'intérêt. Donc déjà, sans connaître son business, vous l'aimez déjà. Le nombre de mes clients qui augmente, je me dis que je me fous finalement des critiques. Je les prends pour améliorer le système. Mais il faut l'améliorer, c'est évident. Évidemment. De toute façon. Et on l'améliore. Et on a besoin pour ça, évidemment, de doubler ou de tripler le parc de vélos. Et ça, on y travaille avec... Ça, c'est votre gros enjeu. Vous n'arrêtez pas de le répéter depuis le début de l'émission. Oui, il faut doubler. J'ai deux enjeux. Parce que vous pensez que c'est ça qui va résoudre tous les problèmes? Si on a plus de parcs, non, pas tous les problèmes. vélos seront tous en bon état? Il nous faut, on en reparlera peut-être, il nous faut une filière industrielle du vélo. Aujourd'hui, on est très dépendant de l'Asie. Et je trouve absolument choquant qu'il faille presque plus longtemps pour recevoir un vélo qu'il faut de temps pour avoir une voiture. Donc il faut absolument qu'on ait une filière européenne ou française de construction de vélos, on y viendra peut-être, et il faut aussi qu'on ait une filière française de recyclage de tous les matériaux. Nous, chez Vélib et chez Smovengo, on recycle 99% de nos vélos. Mais il y en a assez. Il y a les gens qui parlent du recyclage et de l'économie circulaire, et puis il y a ceux qui en font. Il faut exiger que la France en fasse pour de vrai, et la filière vélo est une bonne occasion. Notre autre obsession, c'est évidemment la voirie. Je me suis cassé la gueule hier dans un nid de poulet énorme et je me disais que Romain Afflelou, si j'avais eu son casque, j'aurais peut-être pu éviter cette cata. Et puis derrière, il y a évidemment améliorer le produit toujours, toujours de meilleurs freins, toujours de meilleurs pneus et encore plus de stations. Pour Romain Afflelou, et on a avec Cosmo un début de commencement de relations de partenariat com. Je voudrais aller plus loin.
Ouais. Et je voudrais, Romain, profitant de cette émission, qu'on se prenne par la main et qu'on aille voir la ville de Paris et la métropole pour voir si on peut pas dealer quelque chose entre les abonnés de Vélib et ceux qui auraient besoin d'un casque comme le Vous vôtre. allez poursuivre votre partenariat hors antenne, parce que c'est ça aussi la France Bouge, c'est créer des ponts et faire en sorte que les personnes du même marché se rencontrent. Merci Romain Flelou. Exactement, PDG merci de à tous. Cosmo Connected, ces accessoires connectés pour les utilisateurs de deux roues. Et Stéphane Volant, président de Smovingo. Smovingo, c'est l'opérateur du Vélib, mais oui, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du vélo. Nous, à la France Bouge, Stéphane Volant, on aime mettre en avant ces parcours d'entrepreneurs, des personnes qui osent changer de vie professionnelle. Et c'est le cas de Denis Duchesne. Bonjour Denis. Bonjour Elisabeth Assayag. Vous avez 38 ans, vous avez passé 16 ans dans le monde du bâtiment. Et alors vous avez choisi le moment du Covid pour vous lancer dans l'hôtellerie et la restauration. Non mais quelle audace! C'est ça, exactement. Donc j'ai passé donc 16 ans dans le BTP, dans le bâtiment exactement. Et donc j'ai démarré très jeune. Oui, vous avez démarré très jeune. J'ai démarré, j'avais 20 ans et 6 mois. Et donc j'ai revendu, j'avais 36 ans. Et une envie donc de passer à autre chose. J'avais l'impression d'avoir fait le tour de tout ce qui est le monde du BTP, du bâtiment, du BTP d'hier. Et donc j'ai décidé d'aller vers d'autres horizons. Et ces horizons, cet horizon, c'est l'hostellerie du château des Fines Roches, exactement, mais à Châteauneuf-du-Pape. C'est ça exactement. Mais c'était pas prévu. Voilà, j'avais envie d'aller dans le tourisme. C'était quelque chose qui me plaisait par mes voyages d'avant, et donc j'ai décidé de chercher quelque chose dans le tourisme, et j'ai fait le tour donc de la région PACA. Et vous avez investi dans cet établissement que vous avez racheté au moment où vous l'avez racheté, il y avait aucun personnel, parce que c'était en plein confinement, plein Covid. Et ça marche très bien. Ça se passe bien avec vos salariés. Il y a 26 personnes maintenant qui travaillent avec vous en un pays de 2 ans, 11 chambres au sein du château. Si vous avez un conseil à donner à ceux qui ont envie de changer de vie, vous pourriez donner quoi pour ceux qui ont envie et qui n'osent pas? Alors aujourd'hui, je dis toujours, faire un grand changement de vie, c'est vrai que ça fait peur, mais à mes yeux, ce qui fait le plus peur, ce sont les regrets. Ah bah voilà, vous avez tout dit, c'est poétique. Denis Duchesne, merci directeur aujourd'hui de l'hostellerie du Château des Fines Roches. Bravo à vous, vous êtes passé du BTP à restaurateur. Bravo d'avoir témoigné dans la France Bouge. Stéphane Volant, c'est déjà la fin de votre émission. Vous êtes le président de Smovingo. Les Vélib, la suite c'est quoi pour vous? C'est de conquérir le monde? Ouais, Vélib ne serait pas Vélib s'il n'y avait pas Smovingo. Donc moi je voudrais simplement dire qu'on a cette année encore 600 000 utilisateurs de Vélib, ce qui montre le succès exponentiel de ce service, que le cap sur les JO, qui ne seront pas des JO réussis si Vélib et Smovingo n'en sont pas les partenaires, et pour ça, il faut probablement multiplier le parc par 2 ou par 3. On l'a bien compris. Et enfin, il faut renforcer le centre-ville pour éviter les stations qui dégueulent et les stations vides, et conquérir de nouveaux quartiers dans les métropoles, et comme ça, on continuera d'être sur la plus haute marche du podium au moment des JO. Merci à vous, Stéphane Volant, merci président Smovingo. Nathalie Carré, nous on se dit à lundi.